Nous voici dans la première vidéo du dernier chapitre de l'année du programme d'histoire qui s'intitule, donc c'est dans le thème numéro 3, du prince de la Renaissance au roi absolu. C'est le dernier chapitre du programme d'histoire et il va faire la transition entre votre programme de 5e dans lequel vous avez vu donc le Moyen-Âge et l'apparition du pouvoir monarchique en France au programme de 4e avec le XVIIIe siècle et la Révolution française. Donc dans ce chapitre-là, nous allons voir 3 rois, François Ier, Henri IV et Louis XIV, pour voir comment ces rois ont été rois de la Renaissance. Je vous rappelle que la Renaissance est surtout un mouvement artistique avec le retour de l'Antiquité et des valeurs de l'Antiquité, ainsi que la volonté de placer au centre l'homme avec l'humanisme, un roi dit absolu, un roi qui possède tous les pouvoirs. Nous avons vu dans un chapitre précédent la figure du Capet, qui était un roi qui avait un pouvoir théorique, mais très peu dans la pratique, puisqu'il s'agissait des seigneurs qui avaient le pouvoir, jusqu'à la figure de Philippe Auguste, qui va commencer à mettre en place cette figure du roi qui a tous les pouvoirs, mais qui n'est pas encore absolu. Et j'avais choisi comme image d'accroche cette image de la Galerie des Glaces réalisée au château de Versailles, dans lequel vous avez au plafond, alors vous auriez travaillé sur une visite virtuelle des tableaux réalisés par Lebrun qui représentaient l'histoire de Louis XIV, notamment sous la forme de figures mythologiques comme de Jupiter, et puis vous aviez cette énorme galerie des glaces qui symbolisait le pouvoir, la richesse de Louis XIV, puisqu'il accueillait dans cette grande galerie des glaces les ambassadeurs des autres pays. Ainsi, il réalisait également des grandes fêtes, des grands événements pour symboliser son pouvoir et symboliser également le fait qu'il était le seul à posséder ce pouvoir. C'est une mise en scène en fait dans le château de Versailles de ce pouvoir. C'est ce que nous verrons à la fin du chapitre, puisque nous travaillerons sur une journée type à Versailles, et nous verrons que le roi, il a théoriquement le pouvoir puisqu'il est roi absolu, mais dans la pratique, dans la vie de tous les jours, il va mettre en scène ce pouvoir pour montrer aux autres et montrer à sa cour qu'il est le seul à l'avoir. Donc, vous aviez à noter l'introduction. Avant la Renaissance, puis la fin des conflits religieux, le pouvoir du roi s'accroît considérablement en France au XVIe siècle. Je vous rappelle que le terme s'accroître, ça veut dire augmente. Donc, agrandissement du royaume, modernisation de l'État, renforcement de l'administration. 3 rois illustrent cette évolution. François Ier qui a régné entre 1515 et 1547, qui est un roi humaniste de la Renaissance. Henri IV 1589 à 1610, qui lui est un roi plutôt pacificateur, et Louis XIV, qui a régné entre 1661 et 1715, c'est le plus long règne de France, roi au pouvoir absolu, avec une définition, un pouvoir qui se veut sans limite, et en général seul. Et la problématique, comment s'est renforcé le pouvoir royal de François Ier à Louis XIV. Et dans cette première vidéo, donc, nous allons voir la figure de François Ier. Vous deviez réaliser également cette frise chronologique pour voir que finalement, donc, vous avez 3 rois qui ne vivent pas la même époque, ce qui est logique puisque un roi doit mourir pour en faire apparaître un autre, mais il y a des rois que nous ne verrons pas entre ces 3 rois, puisque ce sont des rois emblématiques qui ont marqué les esprits, soit par leur vision artistique, nous verrons un François Ier, et aussi parce que François Ier va renforcer le pouvoir monarchique du roi, soit Henri IV qui lui va être un roi pacificateur, puisque vous pouvez voir que c'est sous Henri IV que vont s'arrêter les guerres de religion entre catholiques et protestants en France, notamment avec l'édit de Nantes de 1598, et nous verrons plus tard donc la figure de Louis XIV, qui lui est le véritable roi qui va imposer son pouvoir absolu. Et donc aujourd'hui, nous allons voir François Ier, le roi humaniste parmi les nobles. Puisque François Ier, il va s'entourer d'une cour, chose que ne faisaient pas forcément tous les rois à l'époque auparavant. Il a une véritable cour autour de lui qui va l'aider justement à gérer le pays, à gérer la France, et il va se rendre compte que cette cour et ses conseillers qu'il a autour de lui permettent de s'imposer véritablement en tant que roi de France, puisqu'il ne peut pas seul gérer le royaume de France et il a besoin de conseillers dans différents domaines, dans l'armée, dans l'économie, dans la politique, pour l'aider à diriger. Mais François Ier est connu comme un véritable roi qui va vouloir imposer son pouvoir. Alors il n'est pas seul à gérer, mais il va s'entourer de conseillers dans différents domaines pour justement travailler et pouvoir se faire obéir et diriger correctement la France. Alors, vous avez cette image de François Ier entouré de ses 3 fils, alors, qui sont ici, 1, 2, 3, dont Henri II, Henri II ici, qui va être son successeur. Et vous avez ici le dauphin, lui qui va mourir en 1536, et vous avez ses représentants. Donc vous avez par exemple ici le cardinal Duprat, qui est le ministre de la Justice.
vous avez ici Anne de Montmorency, connétable, donc chef des armées, qui est celui qui va gérer les armées de la France. Donc, pour commencer, François Ier va s'entourer d'une cour très petite pour gérer avec lui la France. Et puis, il va réfléchir à comment faire en sorte que toute la France soit sous sa domination, et c'est ce que vous avez ici. Donc, c'était la volonté du roi et tout. Et alors, excusez-moi, hop, je le remets. Donc, la volonté du roi est tout désormais, car il n'y a personne qui osa contredire le monarque. Les Français ont entièrement remis leur liberté et leur volonté aux mains de leur roi. Il lui suffit de dire « je veux telle ou telle somme, j'ordonne » et l'exécution est aussi prompte que si la nation entière qui eût décidé de son propre mouvement. On paye au roi tout ce qu'il demande, puis tout ce qui reste est encore à sa merci. La royauté fait des progrès continuels en richesse et elle se garantit en même temps contre les guerres civiles. Les grands seigneurs étant pauvres, ils ne peuvent rien oser contre le roi, ainsi que le faisaient jadis les princes de Bretagne, de Normandie ou de Bourgogne. Le roi nomme 82 évêchés à 527 abbayes. Ce privilège lui assure la plus grande soumission et obéissance du haut clergé. Donc, en fait, François Ier va également nommer les évêchés, les abbayes, donc ceux qui dirigent en fait l'Église, pour être sûr que ces personnes qui en fait dirigent l'Église, qui a un pouvoir extrêmement important, soient aussi au service du roi François Ier. Il va également réaliser un décret où il va obliger tous les documents royaux, politiques, économiques, de justice à être écrits en français. Puisque on est dans une période où la langue française n'est pas établie comme on l'a aujourd'hui. Vous allez dans n'importe quel collège de France aujourd'hui, on parle français. À l'époque, il y a différents types de français et François Ier va imposer le fait qu'il n'y ait qu'un seul français dans les textes officiels pour que vous soyez à Paris, à Marseille, à Bordeaux, dans le nord ou dans le sud de la France, tous les documents soient écrits de la même manière. C'est aussi pour créer une unité autour de cette population française. De plus, c'est un roi qui est itinérant. Alors, il n'y a pas encore je vous le rappelle, il y a un palais royal à Paris, dans lequel c'est un peu la maison principale du roi de France, mais François Ier est connu pour être un roi itinérant, alors parce qu'il a des endroits qu'il aime, il a des châteaux qu'il aime, il aime y aller, alors pour différentes raisons, je vais vous l'expliquer rapidement, mais parce que il aime l'endroit et c'est plus calme que Paris. Il a aussi des châteaux qu'il apprécie pour l'architecture. C'est un roi de la Renaissance, c'est un roi qui aime l'art. Et on vit à côté de Fontainebleau et j'espère que vous êtes tous allés une fois à Fontainebleau, dans cette fabuleuse galerie François Ier, dans laquelle vous avez une galerie commandée par François Ier, réalisée par le Primatis en grande partie, qui est un des très très grands peintres de la Renaissance italienne. Il va le faire venir à Fontainebleau pendant plusieurs années pour lui faire peindre cette fameuse galerie François Ier. Donc François Ier a différents châteaux dans lesquels il aime dormir pour différentes raisons. Et le fait qu'il soit itinérant lui permet aussi de s'imposer dans le royaume, puisque s'il est évêque à Paris, il n'y a que les Parisiens qui le voyaient. En se déplaçant dans différents châteaux, il se montre aussi finalement de sa population pour imposer son pouvoir. Alors vous avez cette carte ici. Alors il a beaucoup dormi au Louvre parce que c'était la résidence principale avec le palais royal. Il a beaucoup dormi à Fontainebleau, 808 nuits. Il a dormi à Saint-Germain-en-Laye, à Châteaudun, à Chambord, à Amboise, qui sont... Alors, Chambord, il y a très peu dormi parce que le château est encore en travaux. Il ne le verra pas terminer puisque c'est François Ier qui va créer Chambord et qui va le faire perdurer. Et un exemple que je vous avais mis ici, l'aile François Ier du château de Blois. Si un jour vous allez à Blois et que vous rentrez dans cette grande cour du château de Blois, vous verrez ce grand escalier sur le côté droit de la cour. C'est un escalier qui casse un peu la cour, puisque il a fait réaliser une aile Renaissance, en s'inspirant de l'Italie et de l'art italien, et il a fait réaliser cet escalier. Et donc François Ier est également connu pour faire venir des artistes, puisque c'est un roi qui impose son pouvoir, mais c'est un roi qui est de son temps, et qui aime la Renaissance. Et le plus grand exemple, le plus connu, c'est François Ier qui fait venir Léonard de Vinci en France, et Léonard de Vinci meurt en France, et voilà pourquoi vous avez la tombe de Léonard de Vinci au Clos Lucé, à côté des châteaux de la Loire, et surtout, pourquoi on a des tableaux comme la Joconde en France, c'est parce que Léonard de Vinci, lorsqu'il est arrivé en France, avait dans ses bagages cette Joconde qu'il était en train de terminer, et lorsqu'il est mort, cette Joconde n'avait pas de destinataire, donc elle est restée en France, et voilà pourquoi aujourd'hui nous pouvons l'admirer au Louvre. Et donc je vous avais mis ce texte-là
sur l'artiste italien Benvenuto Cellini qui vient en France et qui est présenté en fait à François Ier et qui raconte ce qu'il voit. Donc il est venu à Fontainebleau. Hein. Nous trouvâmes la cour du roi à Fontainebleau et nous nous rendîmes chez le cardinal de Ferrare. Le lendemain, le cardinal apprit notre arrivée au roi qui voulut me voir sur le champ. Dès que je fus en sa présence, je lui baisa les genoux. Il me releva avec une gracieuseté extrême. Il prit le vase et l'aiguillère et s'écria « En vérité, je ne crois pas que les anciens aient jamais rien produit d'aussi beau. » Nous suivîmes la cour, le convoi du roi se composant toujours de plus de 12 000 chevaux. En effet, lorsque la cour est complète, on y compte 18 000 hommes. Parfois, nous campions dans des endroits où il y avait à peine 2 maisons. On dressa alors des baraques, en toile, comme des bohémiens. Donc ça raconte aussi cette itinérance de François Ier, mais qui est toujours entouré de cette cour pour un peu montrer son pouvoir. Et on verra qu'avec Louis XIV, ça va s'agrandir, puisque Louis XIV, il va créer une véritable cour, avec un rôle pour chacun. Alors que François Ier, c'est une cour d'hommes et de femmes. Alors certains ont des rôles importants, hein. Certains sont ministres de la Justice, gèrent les économies, gèrent l'armée. D'autres sont là, c'est la famille du roi, les cousins, et sont là pour aussi accompagner le roi et le faire vivre tous les jours. Donc François Ier est un véritable roi qui va imposer son pouvoir à l'époque moderne, mais qui est aussi un roi de son temps et qui va finalement aimer l'art, aimer la Renaissance, aimer l'Antiquité, et va faire venir des artistes notamment de l'Italie, pour montrer qu'il est un roi qui aime l'art. Et puis plus on a des artistes connus, plus on montre qu'on a du pouvoir. Alors je vous conseille d'aller, si vous n'avez pas fait, à Fontainebleau, d'aller au Louvre, voir certaines œuvres d'art, et puis d'aller visiter les châteaux de la Loire, parce que ce sont des châteaux qui, pas tous, mais qui en partie ont été réalisés ou modifiés ou agrandis par François Ier, et ce sont des châteaux véritablement de la Renaissance. Alors voilà ce que vous avez à écrire pour aujourd'hui. Donc François Ier, le roi humaniste parmi les nobles, alors un prince de la Renaissance. François Ier qui a été roi entre 1515 et 1547 s'entoure d'une cour, alors je vous ai mis la définition, ensemble de personnes vivant auprès du roi. Les nobles vivant à la cour sont appelés les courtisans. Il fait construire ou restaurer de nombreux châteaux dans le style Renaissance, Fontainebleau, Blois ou Chambord. C'est un grand mécène. Je rappelle qu'un mécène c'est un homme, une femme ou aujourd'hui une entreprise qui finance des artistes, protecteur des arts et des lettres. Il fait venir de nombreux artistes à la cour, dont Léonard de Vinci. Et si vous allez à Fontainebleau, vous verrez que dans beaucoup de pièces de Fontainebleau, vous avez ce fameux F et cette salamandre, symbole de François Ier, parce que c'est lui qui a fait agrandir Fontainebleau et qui l'a aussi restauré. Alors ce n'est pas qu'un roi de la Renaissance, c'est aussi un roi puissant, puisque François Ier renforce le pouvoir royal, il est sacré à Reims. Entouré de conseillers, il prend ses décisions en petit comité. Il met fin aux oppositions de la noblesse et soumet le clergé grâce au Concordat de Bologne signé avec le pape en 1516, lui permettant de nommer les évêques et les abbés de son royaume. Donc je vous rappelle, c'est pour justement imposer son pouvoir par rapport à l'Église, qui était un peu en concurrence avec le roi de France. Afin d'unifier son pays, il impose l'utilisation du français dans les actes administratifs. Enfin, il agrandit le royaume par ses fiefs, Bretagne, Auvergne, et par la conquête de nouveaux territoires, le duché de Milan en 1515, suite à la victoire de Marignan. Donc la victoire de Marignan, 1515 Marignan, c'est un peu une date que moi ou que vos parents, vos grands-parents connaissaient par cœur, sans vraiment savoir ce que c'était. François Ier, lorsqu'il arrive au pouvoir, rentre en guerre avec le prince de Milan, et il va conquérir une partie de l'Italie du Nord, notamment le duché de Milan, grâce à sa victoire à Marignan en 1515. Voilà. Donc c'était la première vidéo. Nous travaillerons la prochaine fois sur Henri IV, roi de consensus contre les factions. Donc je vous rappelle que François Ier est un roi de son temps, roi de la Renaissance, mais également un roi qui impose son pouvoir grâce à une cour, grâce à des documents écrits maintenant en français et grâce à un agrandissement de son royaume. Je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine vidéo.